Les valeurs que représentait la CSD, c'était quelque chose qui nous correspondait très bien. Bien, il fallait faire vivre ce projet-là. C'était ça notre responsabilité. Avant nous, il y avait des gens qui avaient créé, qui ont conçu le projet de démocratisation de l'action syndicale. Nous, notre responsabilité de notre génération, c'était de le faire vivre, si on y croyait, évidemment. Là. Alors moi, évidemment, j'ai épousé la cause parce que puis aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je crois encore fondamentalement à la démocratie, puis où il faut se battre, puis il faut lutter. Mais ça, c'est une autre question, mais ça m'a toujours habité, puis ça va m'habiter jusqu'à la fin de ma vie. Valeur fondamentale. Ah oui, oui, oui. C'est en 97, je pense, que vous devenez président de la CSD. Avant ça, en 89, je suis devenu vice-président de la CSD. Ouais. Responsable de? Ça, c'était un super beau mandat. La façon dont les tâches sont réparties parmi les membres d'exécutif de la CSD, le président a la responsabilité de ce qu'on appelle les relations externes. OK. Et puis, le vice-président, les relations internes. Alors, les relations internes, c'est quoi? Essentiellement, c'est de dynamiser, de faire vivre, d'animer les regroupements professionnels et les regroupements régionaux. OK. Et les regroupements régionaux ont comme responsabilité de travailler sur la formation, sur le soutien à la vie syndicale et sur la syndicalisation. Donc, je travaillais avec les régions, je travaillais avec les regroupements professionnels, donc avec les syndicats. Très, très, très emballant. Ça a été de très belles années. C'était cette volonté d'être groundé sur le monde. Puis, quand tu faisais des représentations par après, au niveau gouvernemental, par exemple, avec des ministres, ils savaient tous que j'étais représentatif de mon membership. Puis quand je dis représentatif, là, j'étais groundé sur le terrain, puis ce que je leur avançais, c'était crédible. Mais la raison première, c'est que j'aimais être avec eux, j'aimais construire des solidarités, des mobilisations, des projets pour être capable. Est-ce que vous avez aimé mieux ça que le poste de président qui est arrivé par la suite? Je vous vois sourire. Le président de l'époque, Claude Gingras, me dit « Je prends ma retraite au mois de juin. » Ah ouais. Fait qu'il dit « J'aimerais bien que tu te portes candidat à la présidence. » Ben, je lui dis « Regarde, Claude, ça ne m'intéresse pas. » Ça ne m'intéresse pas. Je dis « Je suis heureux comme un poisson dans l'eau à la vice-présidence. » Je dis « Écoute, ça ne m'intéresse pas. » Il dit « Fais-le, je te le dis. » Bon, en tout cas, ça dure pendant je ne sais pas combien de temps, 1 heure. Alors finalement, j'ai dit « Je vais vérifier avec les collègues d'exécutif, parce qu'il y en avait 2 autres collègues d'exécutif. Il y avait Robert Légaré, puis il y avait Serge Tremblay. Je vais les consulter pour voir ce qu'ils pensent. OK. Parce que c'était plus que des collègues, c'était des amis. Alors, je dis, il faut que j'en discute avec eux. Finalement, le lendemain, j'ai annoncé que je me portais candidat. Et puis, j'ai été à la présidence jusqu'en 2017. C'est un autre poste que j'ai adoré. En continuant à garder des contacts, pas d'une façon aussi intense qu'à la vice-présidence en raison de la nature des mandats, mais j'étais très près des dirigeantes et des dirigeants de mes syndicats affiliés. Et c'est quelque chose qu'on vous reconnaît beaucoup. J'ai entendu beaucoup de témoignages de syndicats locaux et c'est ce qu'on dit de vous. Vous êtes près des gens, vous avez été près des gens tout le temps. Ça, c'est quelque chose que je constate, puis je vous entends, vous n'avez pas arrêté parce que vous êtes... Ah non, absolument pas, absolument pas. Tu sais, il y a des choses importantes dans la vie. Il faut jamais oublier d'où on vient, puis il faut jamais se prendre pour un autre non plus. Puis quand ça va bien, c'est parce que c'est un succès collectif,
Puis quand ça va mal, ben c'est une épreuve collective aussi. Tu sais, c'est pas une personne qui porte ça. Puis pour moi, le travail d'équipe a toujours été hyper important. J'ai été 20 ans président de la CSD. En 20 ans, jamais je n'ai eu à utiliser le vote prépondérant. Jamais, 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 jamais. Il fallait toujours travailler sur des consensus. Quand on n'était pas capable d'en trouver, on le mettait, je parle de l'exécutif, on le mettait de côté. On venait à une réunion subséquente et puis finalement, on trouvait toujours des voies de passage. Et pour moi, ça, c'est une façon de fonctionner qui est fondamentale. On a mis tous nos efforts pendant toutes ces années-là pour essayer de développer, puis on réussissait, une cohésion qui était très grande. Moi, une de mes plus grandes fiertés à la CSD, c'est cette cohésion qui régnait. Quand vous rentriez dans un congrès, dans une assemblée plénière, l'air était pur. Les gens se respectaient, malgré leurs différences. Tu sais, je me rappelle une fois, on décide de mettre à l'agenda le développement durable. Et là, les syndicats du lac m'avaient dit tabarnak, la gang du plateau, câlisse, le seul bois qu'ils connaissent, c'est le bois de leur balcon. Et c'est ça la réalité des régions. C'est le 2 par 6 du balcon. Fait que là, moi, je suis parti avec le 2 par 6 du balcon. Ils connaissent rien du bois, ils n'ont jamais été. Nous autres, on vit dans le bois, puis on connaît ça. Puis... c'est dur à concilier. Bon, fait que là, mais ce que j'ai fait avant qu'on ait ce thème-là, j'ai fait une tournée des régions. Okay. Et là, j'invitais les présidents. Le président de la centrale veut parler à ses présidents de syndicats. Puis on a amorcé des réflexions. Et ça a fait en sorte qu'on a été capable de développer une position sur le développement durable. Puis je leur disais, répandez ça dans vos syndicats. Il ne faut pas que ça reste entre nous, il faut que ça aille à la base. Bon, ça y allait pas toujours de façon égale, là, mais c'est ce qu'on leur disait. Alors, ça fonctionnait. Les accommodements raisonnables. Oui. On se souvient tous au débat, au Québec, du débat acrimonieux qu'il y avait entre les tenants de... Oui. Bon. Et à un moment donné, il y a Hérouville qui fait sa déclaration. Se démarque, on va dire. Se démarque, fait une déclaration qui, personnellement, était inutile, hors le champ, puis qui allait uniquement envenimer le débat qui existait. Ouais. Bon, il faut toujours faire attention, quand on est président de la CSD, entre ce qu'on pense personnellement, et puis... le bien commun. Voilà. Alors là, ce que j'explique dans mon discours, je réfère à Hérouville, et là, je leur explique que, bon, ça n'a pas de bon sens, tout ça. Et là, il y a un membre du conseil de direction, un travailleur que j'aime beaucoup. Il m'interrompt en disant, on est 22 autour de la table, il m'interrompt en disant, François, c'est pas si bête que ça. Pas si bête que ça. Il dit, je l'ai lu, puis c'est pas si bête que ça. J'aurais pu lui répondre, ben oui, c'est bien sûr, depuis qu'ils ont adopté ça, il y a moins de femmes qui sont lapidées à Hérouville, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Fait que j'ai dit, écoute, on va regarder ça. Fait que là, j'ai changé de sujet, j'ai continué. Mais ce qu'on a fait, on s'était donné depuis, en 1997, quand je suis arrivé, une structure qui s'appelle les colloques. Alors, au mois de novembre, on convoquait les syndicats à un colloque, puis on avait toujours un thème d'actualité. Alors, ce thème-là, on l'a fait sur les accommodements raisonnables. Et on a commencé par le début. Puis on avait un professeur de l'Université de Montréal qui est venu expliquer d'où originait le concept des accommodements raisonnables. Et puis, donnait l'exemple dans les milieux de travail où ça protégeait le droit du travail. Alors là, tu sais, c'était vraiment, c'est entre de l'information et de la formation. Puis on fait des ateliers entre ça. Alors, ça fait en sorte que si le colloque avait eu lieu avant mon discours, j'aurais jamais eu cette remarque-là. Donc, cette cohésion qu'on avait là, ça ne vient pas tout seul, il faut la travailler. C'est un peu comme quand j'étais au magasin chez Pascal.
Tu sais, ça s'est développé un après l'autre, puis c'est de même qu'on développait ça, puis c'est de même qu'on faisait des gains, puis c'est de même qu'on faisait avancer les choses. Tu sais. Voyez-vous, moi, quand je suis arrivé à la présidence, on vivait une crise de l'emploi profonde, majeure, depuis 2 décennies. Bon, il y a eu des périodes où le taux de chômage avait baissé un peu, mais au début des années 80, au début des années 90, on a eu des périodes excessivement difficiles. Le ministre du Travail, quand j'ai été élu président de la CSD, c'était Mathias Rioux. Okay. Alors, dans les jours qui ont suivi le congrès, Mathias Rioux nous invite à le rencontrer. Alors, je le rencontre. En rentrant dans son bureau, il y avait le livre de Jérémy Rifkin, La fin du travail. Oh. Fait que là, il dit, François, il dit, t'as-tu lu ça? Ben, je dis, écoute, c'est le porte-étendard d'un courant mondial qui dit que c'est la fin du travail, puis qu'il faut organiser le travail autrement, qu'il faut organiser la société autrement. Puis nous, au niveau syndical, ça faisait presque 2 décennies qu'on le vivait et qu'on parlait du travail partagé, qu'on était à la recherche de solutions pour procurer des conditions de vie meilleures à nos membres. Fait que j'ai dit oui. Alors, voyez-vous, quand on regarde la situation aujourd'hui en 2024, par rapport à ce qu'elle était en 1997, on est passé de la fin du travail au travail sans fin. Quand on y pense, en 2 décennies, là, les changements profonds qui se sont faits, ça, je pense que c'est un enseignement qu'il faut retenir, parce que 2044 sera comment par rapport à 2024? Ça change très vite. Ça change très vite. Puis, les relations, que ce soit économiques ou sociales, se complexifient aussi très rapidement. Tu sais, quand est arrivée la crise de 2008, on ne l'a pas très bien compris. Ça a pris du temps avant qu'on la comprenne. Puis, il y a une crise économique qui a suivi cette crise financière-là un peu partout à travers le monde. Donc, les rapports sociaux, les rapports économiques se complexifient. Puis comme président d'une centrale syndicale, avant de faire des projections sur le futur, il faut être capable de comprendre ce qui se passe dans les médias pour le transmettre à nos gens, puis qu'on puisse prendre des orientations puis des décisions qui sont appropriées. Alors ça, c'est une lourde responsabilité qu'on a comme dirigeant, d'amener ces décisions-là, ces orientations, et de les réfléchir avec les femmes et les hommes là, qui composent le mouvement. Et qui sont impactés directement, là, parce que la CSD représente beaucoup de petites organisations, des gens dans le milieu manufacturier, des gens dans le textile, dans toutes sortes d'industries qui peuvent être facilement affectées. Et je vous dirais qu'un des phénomènes de la CSD dans les 28 ans que j'ai été à la direction de la centrale, c'est la composition de son membership a évolué considérablement. Quand je suis arrivé, le textile, le vêtement, la métallurgie, le bois d'œuvre, et quand je parle de vêtements, je parle aussi de chaussures, c'était une partie très, très, très importante du membership de la CSD. Et il y a des dizaines et des centaines d'entreprises dans ces 2 décennies-là dont les membres faisaient partie d'un syndicat affilié à la CSD qui ont fermé. Des grandes entreprises qui ont fermé. Donc, on a multiplié pendant ces années-là les initiatives pour être capable de conserver l'emploi. Et pendant les 2 décennies de ma présidence, l'emploi a été
de facteurs dominants en termes de création, puis en termes de maintien d'emploi. On a développé énormément de stratégies pour être capable de conserver et développer des emplois au Québec dans tous les secteurs d'activité. La centrale elle-même... La centrale venait en appui à ses syndicats affiliés. Un exemple, par exemple, on a une usine de textile à Sherbrooke, Cavalier Textile, qui fait faillite. Alors évidemment, là, on regarde ça, et puis on trouve rapidement, quand je dis on trouve, là, c'est le syndicat, par l'entremise d'un programme de la Commission des partenaires du marché du travail, on trouve 2 actionnaires qui étaient prêts à investir de leur argent personnel, mais il n'y avait pas les moyens d'acheter l'usine. Fait qu'on a créé une coopérative de travailleurs actionnaires. Okay. Et puis on a fait un montage financier, tout ça à l'intérieur d'un mois, là, à la demande du syndicat. Et puis, on a déposé à la Cour, parce qu'il s'était mis sur la protection de la loi sur les faillites, on a déposé notre proposition, on a été accepté et on a continué les opérations malgré tout avec notre coopérative de travailleurs actionnaires, puis 2 autres groupes de personnes qui avaient investi. Il fallait protéger l'emploi, c'est sa responsabilité première. On peut pas faire de compromis là-dessus, là. C'est ce que j'entends dans ce que vous... Absolument pas. Absolument pas. C'est la responsabilité d'un mouvement de solidarité, de fraternité, de solidarité. L'approche que vous avez employée, ça aurait pu prendre une autre forme. Est-ce que ça aurait pu prendre des formes comme la FTQ, par exemple, avec son fonds de solidarité ou le fonds d'action de la CSN? Est-ce que la CSD a déjà songé à utiliser des moyens similaires à ça? À l'époque, on nous avait demandé si ça nous intéressait. De créer un fonds. Oui. Et par la suite, on m'a même offert de siéger à Fonds d'action, puis on m'a offert de siéger aussi au Fonds de solidarité de la FTQ. Mais notre réponse a été non. OK. Parce qu'on voulait toujours affirmer notre indépendance à l'égard des partis politiques, à l'égard du financier, du politique. On voulait conserver jalousement pour pas affecter notre projet syndical. Puis on se disait, rendu où on est rendu, il n'y a plus de problèmes structurels de capitaux de risque au Québec. On n'est plus dans la même situation et on veut se garder une distance entre ces éléments-là et pas être pris dans des contradictions où nos membres investissent et on est obligé de prendre des décisions. Tu sais, prenons l'exemple de l'amiante. Hein, ouais. De l'amiante, là, avant le bannissement comme tel. Est-ce que le Fonds de solidarité aurait investi dans l'amiante pour faire en sorte qu'ils puissent avoir des rendements pour leurs membres qui mettent leur argent aussi dans ces fonds-là? La réponse, c'est non. Est-ce que le fonds de la CSN, le fonds d'action, la réponse, c'est non. Fait qu'on ne voulait pas embarquer. Ce qu'on disait, c'est qu'il y a tellement d'institutions qui ont pignon sur rue au Québec qui sont capables de trouver le financement. Moi, dans toutes les années que j'ai eu, que ce soit à la présidence, à la vice-présidence ou comme conseiller, il n'y a pas une usine, pas une, qui a fermé pour manque de capitaux. Quand ils ont fermé, c'était parce que le projet économiquement n'était pas tenable ou pour des risques réputationnels comme l'amiante, qui était beaucoup trop grand. Alors, il y avait d'autres raisons que l'absence de capitaux. Fait que donc, non, notre réponse, c'était de dire non. Puis c'était tout simplement pour répondre à nos principes, à nos valeurs qui nous guidaient d'indépendance, qui pour nous étaient très importantes, prioritaires. Ouais. Mais ça ne vous a pas empêché, justement, comme centrale, de trouver des solutions à des situations? Non, c'est clair. On a travaillé beaucoup avec les fonds régionaux de Desjardins dans le financement pour être capable, comme par exemple la coopérative, l'exemple que je vous donnais, c'est Desjardins qui était là avec son fonds régional
au lieu du Fonds de solidarité ou de Fonds d'action. Mais dans d'autres dossiers, le Fonds d'action est intervenu. Dans d'autres dossiers, le Fonds de solidarité est intervenu aussi. Là. Vous étiez le premier président, je pense, qui n'était pas issu de... Qui n'était pas là à la scission. Qui n'était pas là à la scission. Oui. Est-ce qu'on peut qualifier votre présidence comme celle qui a retissé des liens avec les autres centrales, avec le mouvement syndical dans son ensemble? Et c'est sûr que toute la question de la normalisation des rapports avec la CSN, pour moi, et pour l'ensemble des gens, parce que j'ai eu énormément de discussions avec ça, était primordial. Étant bien conscient que c'était un processus long, parce que cette scission-là a été tellement douloureuse, autant pour les gens qui ont fondé la CSD que pour les gens qui sont restés à la CSN. Il y a des amitiés qui existaient depuis des années qui se sont rompues. Il y a une anecdote, la femme de Réal Labelle, le secrétaire de la CSD, me raconte que quand Réal est revenu de la réunion où il venait de fonder la CSD, il s'est assis en table de la salle à manger et puis là, il s'est mis à pleurer comme un enfant. Les nerfs venaient de tomber. C'était très, très difficile humainement. C'était très lourd, très déchirant. Et puis, mais la leçon qu'il faut retenir de ça, évidemment, ça il ne faut jamais perdre nos membres de ton champ de vision. Ça, là, garde toujours ton monde dans ton champ de vision. Puis, il faut que tu attendes un peu, il faut que tu te reprennes autrement. Ça, c'est la base. Si tu veux faire avancer tes gens, si tu veux avoir véritablement un fonctionnement démocratique, parce que, bon, c'était trop lourd. Alors, pour moi, ça, c'était une question qui fallait... Très important. Il fallait y arriver. On y est arrivé. Le chemin pour y arriver a pas toujours été facile. On n'a pas toujours été brillant sur ces questions-là à la CSD. Puis la CSN n'a pas toujours été brillante non plus, là. Il y a des comportements humains de part et d'autre qui ont fait que ça compliquait, mais bon, quand je suis parti, ça faisait déjà quelques années là, que les relations étaient excellentes, que de part et d'autre, on avait accepté qu'une CSN forte était importante, qu'une CSD forte était importante, puis qu'au niveau de la représentativité pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, c'est une formule qui pouvait très bien fonctionner. Puis au niveau gouvernemental, on pouvait avoir une influence encore plus grande en étant tous les deux, en travaillant sur des zones, en respectant évidemment les territoires, si on veut. Oui, en respectant les différences qui existaient entre chaque organisation. Un des éléments de ce rapprochement-là, vous avez été invité à un congrès ou peut-être à d'autres congrès de la CSN. Comment ça s'est passé? J'ai reçu une invitation officielle là, de la CSN pour participer, mais au préalable, Marc Laviolette, le président de l'époque, m'avait informé qu'il m'inviterait et qu'il serait intéressant que j'aille livrer un discours. Donc, j'étais bien heureux. Alors, je me suis adressé aux congressistes de la CSN. On venait à l'époque de traverser quelques mois auparavant la crise du camionnage ensemble, CSD, CSN. Et puis, la normalisation de nos rapports s'était grandement améliorée. On avait travaillé aussi au CCTM, le Conseil consultatif du travail de la main-d'œuvre. C'est un comité aviseur du ministre du Travail. Et on avait décidé au CCTM
de faire une révision du Code du travail, les 4 centrales syndicales qui étions présents, et puis les associations patronales. On a tenté de trouver des points qui nous convenaient, ou de rapprochement. On a été incapables, mais on a appris ensemble, les centrales syndicales, à développer une position commune. Donc, puis les gens de la CSD s'étaient habitués à travailler avec les gens de la CSN. Et puis, quand j'ai été au Congrès, j'ai fait un discours, je pense, qui a été porteur, parce qu'à la fin, Gérard Delarose, qui n'était plus président à l'époque, est venu me donner la main pour me dire que j'avais livré un discours intéressant. Et puis, donc, c'est dans ce cadre-là. Ça a été pour la CSD et pour la CSN, d'ailleurs, je pense, un moment de retrouvailles intéressantes dans la normalisation de nos rapports. Alors ça, c'est évidemment un événement marquant. Marquant, oui. Oui, dans l'histoire du syndicalisme au Québec. Parce qu'il y a eu, après ça, où vous avez mentionné, vous avez travaillé avec M. Laviolette, mais il y a eu d'autres mouvements où vous avez participé conjointement par la suite. Ah là, écoutez, il y en a tellement eu de façon systématique. On s'est mis à travailler ensemble et puis ça s'est fait graduellement, mais dans le respect. Ça a été très long. Mais bon, ça s'est bien vécu. Est-ce qu'on peut dire que la page est tournée sur ça? Aujourd'hui, en 2024, définitivement. Définitivement. Oh.